Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4Cat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un truc que je fais plus trop souvent sur ma chaîne, j'ai déjà fait quelques fois par le passé il y a quelques années, mais j'ai décidé de vous en refaire une, c'est une vidéo critique de film. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à un film qui a déjà fait couler pas mal d'encre, c'est-à-dire Les Animaux Fantastiques 2. Il est sorti il y a de cela à peu près 2 semaines, un peu plus que 2 semaines, 2 semaines et 2 jours à peu près. C'est un film donc avec Johnny Depp en personnage entre guillemets méchant principal, et surtout c'est la suite donc du premier film. C'est également, les Animaux Fantastiques sont également une préquelle à la saga Harry Potter et prennent place dans les années 20. Et d'après ce qui est dit dans les livres, la conclusion de l'histoire entre guillemets des Animaux Fantastiques devrait se faire en 1945, puisque dans les romans de Agatha Christie, non, de J.K. Rowling, c'est confirmé que Dumbledore vint Grindelwald en 1945, donc après la Deuxième Guerre mondiale, et même dans ce film, sans trop vous spoiler, ils sont un peu teaser l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça pourrait être plutôt intéressant, et ça pourrait entre guillemets un peu mêler histoire réelle et histoire fantastique de sorcellerie, avec éventuellement Grindelwald qui aurait eu un rôle à jouer dans la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, ça pourrait être intéressant dans les prochains films qui vont arriver par après. Donc pour en revenir à ce film, pour en revenir donc aux Animaux Fantastiques 2, c'est comme je vous le dis, un film qui fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à comprendre l'univers, à comprendre le film. Alors je vous le dis tout de suite, moi ça n'a pas été le cas, j'ai directement compris tout le film, toute l'histoire, tout le scénario, tout le background, et surtout tous les clins d'œil à Harry Potter sont vraiment très présent. Et de toute façon, si tu connais pas l'univers d'Harry Potter, ça ne te sert à rien d'aller voir le film. Parce que je veux le dire d'emblée, il y a le personnage de Nagini qui est introduit dans ce film. Nagini qui est donc le serpent de Voldemort dans les livres de Harry Potter, pour tous ceux qui connaissent un peu l'univers de Harry Potter. Et donc, quand tu vois le personnage de Nagini, qui est donc en fait une femme qui peut se transformer en serpent, quand tu la vois arriver ici, si tu connais pas Harry Potter, ils te l'introduisent un peu vite fait, on va dire Nagini ici dans le film, parce qu'ils pensent que les gens qui viennent voir les Animaux Fantastiques, ils connaissent quand même un peu la mythologie d'Harry Potter. Et donc les gens qui ne connaissent pas la mythologie d'Harry Potter, qui vont voir ce film comme ça sans connaître Harry Potter, bah, ils sont un peu paumés parce que Nagini, c'est qui cette bonne femme? On la connaît pas. Pourquoi elle peut se transformer en serpent? Pourquoi elle s'y a introduit? Pourquoi ils la mettent tellement en avant? Au final, les gens, ils s'en foutent. Ils disent c'est qui Nagini? Voilà. Après, tu as aussi des gens qui disent connaître Harry Potter et qui n'y connaissent rien parce qu'ils savent déjà pas qui est Nagini, donc c'est qu'ils connaissent pas Harry Potter. Voilà. Mais bon, pour en revenir donc au film en règle générale, si on doit lui relever un défaut que beaucoup de personnes ont relevé, c'est peut-être le fait qu'il y a trop de personnages en même temps. Je vais m'expliquer avant que les gens viennent m'incendier. Il y a trop un peu de personnages en même temps, c'est-à-dire qu'en fait ils ont divisé tous les personnages, on va dire, du premier film, ils en ont introduit des nouveaux, et puis ils ont divisé un peu partout, on va dire, en Europe, parce que ça se passe en Europe, hein, ce deuxième film, en Angleterre et à Paris surtout. Et donc, ces personnages sont divisés, c'est-à-dire que tu vas suivre les aventures, par exemple, un peu de Tina Goldstein, un peu tout seul à Paris, tu vas un peu suivre les aventures de Norbert à Londres avant qu'il aille à Paris pour essayer de rejoindre Tina, tu vas suivre un peu les aventures de Jacob et de Queenie qui vont se séparer, Queenie qui va partir par là, Jacob qui va partir par là, du coup tu vas voir ce que fait Queenie, et puis tu vas voir ce que fait Jacob, puis tu vas voir ce que fait Robert, et après tu vas un peu suivre ce que fait les nouveaux personnages, donc les frères, par exemple le frère de Robert, ce qui occupé à frère à ce moment-là, ce que fait Lethal Strange à ce moment-là, ce qui est occupé à faire Grindelwald à ce moment-là. Et donc en fait, à chaque fois, ça va un peu découper tout le film par des nouvelles scènes et des aventures des autres personnages. En gros, tu pourrais diviser tout ça en mini-films, les aventures de chaque perso, et qu'à la fin finissent par se télescoper à la fin du film pour l'affrontement final. Mais si tu diviserais tout en mini-films, tu aurais par exemple un mini-film sur Jacob qui durait genre 20-30 minutes, puis tu auras un mini-film sur Queenie qui durait 15 minutes, et ainsi de suite. Et tout ça en fait est collé comme ça dans un film, mais c'est en réalité tout des espèces de mini-films où tu suis les aventures de chaque personnage. Et c'est ce qui a un peu paumé les gens. Bon, moi j'ai compris, j'ai pas été trop paumé, et aussi à un moment, ça c'est vrai que c'est un peu mal fait, on va directement switcher en fait dans le passé et voir ce qui se passe donc avec Norbert et Lethal Lestrange lorsqu'ils sont à l'école à Poudlard, dans leurs jeunes années. Mais au final, c'est pas très bien rendu le switchage. Les gens ils s'occupent à causer, et bien pouf, on est dans le passé, on n'a pas trop compris pourquoi. Et on occupe à voir ce qu'ils étaient occupés à foutre à l'école, le cours de défense contre les forces du mal avec Dumbledore et compagnie. Donc pour en revenir d'ailleurs au personnage encore de Dumbledore, lui aussi on va un peu suivre ses petites aventures par-ci par-là, c'est-à-dire tu vas le voir essayer un peu de convertir Norbert dans sa chasse contre Grindelwald, puis tu vas le voir à Poudlard quand le ministre de la magie va venir lui parler, tu vas un peu le suivre aussi par-ci par-là,
mais pas suffisamment, je trouve. Dumbledore est un des personnages principaux, un des personnages principaux de toute la saga Harry Potter, un des personnages les plus aimés et tout le bordel, mais on le voit pas beaucoup dans ce film. Si on doit voir Dumbledore, allez, Jude Law, quoi, l'acteur de Dumbledore, 15 minutes dans le film, c'est beaucoup, parce qu'on le voit vraiment pas des masses. Bon, pour en revenir encore maintenant au sel du film, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe. Et aussi un truc que j'ai pas compris, parce qu'il y a vraiment un gros défaut qui est relevé dans le film, et que moi je comprends pas pourquoi c'est un défaut, ce n'est pas du tout un défaut, et d'ailleurs ce défaut n'existe pas en fait. C'est le défaut soi-disant que ça s'appelle les animaux fantastiques, mais qu'il n'y a pas d'animaux fantastiques dans le film. Bah je dis, vous avez fumé, parce que dans ce film, il y a énormément d'animaux fantastiques. La conclusion du film se fait même grâce à un animal, donc voilà, qui sont quand même importants. La conclusion, entre guillemets, ouais, le cliffhanger, pour laisser introduire, on va dire, un peu, enfin, la préquelle, un peu juste avant le cliffhanger, on va dire, de fin, c'est fait grâce à un animal de Norbert. Donc, les animaux fantastiques ont bien un rôle important à jouer. Si on doit d'ailleurs compter un peu les animaux fantastiques qu'on voit dans ce film, donc les créatures utilisées dans le film, dans la mythologie du film, il y en a facilement une dizaine qui ont un rôle quand même plus ou moins important, que ce soit les espèces de monstres utilisés par le ministère de la Magie français pour essayer d'arrêter Norbert à un moment sans spoiler de quoi il s'agit, quand il s'agit déjà de Nagini en règle générale, qui est elle-même, on va dire, une créature fantastique, quand il s'agit également d'un espèce de gros lion et tout, sans spoiler de quoi il s'agit, mais qui vient d'une contrée lointaine et qui est vraiment une créature super magnifique. Quand c'est tout simplement les nifleurs qui sont remis en avant, d'autres créatures encore mis en avant, des bestioles, genre les espèces de petits trucs verts qu'il y avait dans le 1 qui sont encore présents, d'autres animaux fantastiques, tout simplement qui sont même présents entre guillemets dans le passé, hein, lorsque ils vont font leur petit voyage dans le temps, là, sans voyager eux-mêmes dans le temps, mais bon, quand on t'explique ce qui s'est passé à l'école avec Norbert et l'état Lestrange, quoi, tout simplement. D'ailleurs, il y a plein de clins d'œil, j'avoue. Je vais vous montrer plusieurs clins d'œil, parce que bon, il y a des gens qui ne l'ont pas relevé, c'est pas vraiment du spoil, mais bon. Il y a des clins d'œil donc à Harry Potter 1 avec la pierre philosophale. Il y a des clins d'œil à Harry Potter 3 avec l'épouvantard. Il y a des clins d'œil tout simplement au miroir du Reset, donc encore à Harry Potter 1 avec Dumbledore. On voit maintenant vraiment ce que Dumbledore voyait dans le miroir du Reset, alors que dans Harry Potter normal, on voyait pas ce que Dumbledore voyait. Il disait non, il des couilles parce qu'il voulait pas dire ce qu'il voyait, mais on le comprend maintenant, on voit ce qu'il voit, etc. Et donc c'est très intéressant. On comprend également pourquoi Dumbledore n'a pas intervenu contre Grindelwald encore, et pourquoi maintenant il va pouvoir intervenir grâce, entre guillemets, à tout ce film. Et surtout, on voit que donc Grindelwald, donc Jude Law, pas Jude Law, putain, Johnny Depp, est franchement un très bon acteur. On voit vraiment qu'ici, il a voulu redorer son blason, parce que Johnny Depp s'est pris plein la tronche ces derniers temps, pour ceux qui ne savent pas. Il s'est fait virer de Pirates des Caraïbes, il s'en est pris plein la gueule au niveau de sa vie privée. T'as plein de gens qui ne le veulent plus le voir dans des films à cause de tous ces soucis qu'il a eu dans sa vie privée, etc. Et donc ici, c'était vraiment le film où il devait sauver les meubles. Et il l'a complètement fait. Il n'est pas parti en couille en faisant l'espèce de loufoque Jack Sparrow, par exemple, Grindelwald qui fait la 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 la. Non, il a joué très sérieusement. Il a complètement collé au personnage de Grindelwald qui avait été interprété par Colin Farrell. Donc je rappelle que Colin Farrell avait joué Grindelwald dans le premier film, mais sous les apparences d'un autre personnage qui s'appelait Grimes. Et donc Grimes était en fait Colin Farrell au niveau du physique, mais c'était quand même la personnalité de Grindelwald. Et donc il fallait que Grindelwald, donc que Johnny Depp, joue comme Colin Farrell avait donné son rôle. Et il a fait ça à la perfection. On a vraiment l'impression de revoir tout simplement Colin Farrell, c'est-à-dire un personnage assez sombre, assez tourmenté, qui est prêt à tout pour réussir à imposer sa vision du monde aux sorciers et sa vision des choses à la totalité du monde, quitte même à provoquer des guerres, quitte même à surtout manipuler les gens. C'est un fucking bon parleur, il parle super bien, il manipule vraiment, il arrive à retourner la personnalité de certains personnages, même des personnages principaux du 1 qui étaient des héros gentils on va dire, se font manipuler, retourner le ciboulot dans le 2 et vont du côté de Grindelwald. Donc des héros du 1 vont du côté du Grindelwald à la fin du 2, sans vous spoiler de qui il s'agit bien entendu, je vais pas vous spoiler ça, mais il arrive à retourner carrément des héros à son avantage, et ça c'est quand même franchement très bien foutu. Après, Grindelwald est très proche d'un Voldemort, puisque au final il n'hésite pas à utiliser des Avada Kedavra à tir la volée, donc sort de mort, enfin plutôt il
laisse plutôt ces sbires, ces espèces de manches-morts 2.0, même si c'était plutôt le passé, donc c'est plutôt les manches-morts qui sont des sbires de Greenenwald 2.0. Il laisse utiliser des Avada Kedavra à tir la volée. Il en a rien à foutre de zigouiller des moldus par-ci par-là, si ça le gêne ou s'il y a des personnes sur son chemin. Il est très, entre guillemets, sombre. Alors, autre chose, croyance est toujours très bien mis en avant dans ce film, donc vous le savez tous après avoir fini le 1, sauf ceux qui n'ont pas vu la scène post-générique, mais bon, la scène post-générique du 1, c'était croyance, qui était toujours bien en vivant et qui montait sur un bateau. C'était une scène qui avait été coupée, mais qui a été teasée un peu partout, et qui est, je pense, présente dans le Blu-ray, si je dis pas de conneries. En tout cas, cette scène existe, donc croyance est bien vivant à la fin du 1. Et donc dans ce film-ci, croyance est toujours très présente, on l'a vu dans tous les trailers, donc c'est pas vraiment du spoil. Et croyance est vraiment, comme je dis, très mis en avant. Greenenwald, comme dans le 1, essaye toujours de mettre croyance dans sa poche. Et je vous dis pas s'il va y arriver ou pas, mais la révélation finale sur la véritable identité de croyance, c'est on va dire la scène cliffhanger finale importante, on va dire plutôt, de ce film, c'est la véritable identité de croyance. C'est son nom de famille, qui est croyance. Parce qu'au final, croyance, comme vous le savez tous, dans le premier film, est un enfant qui a été adopté par la famille, je sais plus comment, Morinstar, ou je sais plus trop quoi, un nom bizarre comme ça, Morbos, ou je sais plus trop quoi, avec les Foldinques, là, qui n'étaient anti-sorcellerie, anti-sorcier, des moldus quoi. Il avait été adopté par cette famille-là, et il avait caché ses pouvoirs parce que cette famille ne supportait pas la magie.